L'horloge sur l'écran de mon ordinateur indiquait 23h47 lorsque la voix d'Alexander Grayson rompit le silence de l'étage désert. Zell Miller, j'ai besoin que les contrats Vulov soient révisés avant demain matin. Mes doigts me faisaient mal après avoir tapé pendant 8 heures. Les muscles du bas de mon dos étaient noircis depuis longtemps d'une simple gêne à une douleur sourde et persistante qui irradiait jusqu'à mes chevilles. Dehors, derrière les baies vitrées de l'étage réservé à la direction de Grayson Industries, la neige tombait en flocons épais et incessants, transformant Manhattan en un flou blanc et ombragé. C'était la veille de Noël. J'avais regardé les derniers employés partir 3 heures plus tôt, leur joyeux Noël, résonnant dans les couloirs en marbre alors qu'ils se précipitaient vers leur famille, leur fête, la chaleur. J'avais souri et fait signe de la main, mes doigts cherchant déjà le prochain dossier qu'Alexander avait marqué comme urgent, essayant de ne pas penser au studio qui m'attendait. Vide, froid, juste moi et le menu du restaurant chinois que j'avais épinglé sur mon réfrigérateur. Bien sûr, Monsieur Grayson, répondis-je d'une voix calme, malgré la fatigue qui pesait sur chaque syllabe. Mes 22 mois en tant que secrétaire personnel d'Alexander Grayson m'avaient appris beaucoup de choses. La plus importante, ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais se plaindre, ne jamais lui donner une raison de remarquer que sous mon apparence efficace, je n'étais qu'une jeune fille de 22 ans qui pleurait parfois dans les toilettes et déjeunait seule à son bureau. J'ai sorti les contrats, les yeux brûlants, tandis que je parcourais le jargon juridique dense. Alexander ne fêtait pas Noël. Il ne fêtait rien, en fait. Il avait passé Thanksgiving au bureau jusqu'à minuit. Le Nouvel An serait pareil. Pour lui, les jours fériés étaient des inconvénients, des perturbations du rythme régulier des affaires et du pouvoir qui définissait son existence. Le parfum de son eau de Cologne flottait depuis son bureau, un parfum coûteux aux notes de cèdre et de fumée. J'avais appris à la reconnaître, à la façon dont elle annonçait sa présence avant même qu'il ne parle. J'avais appris à me préparer à l'impact de son attention, brève et brûlante comme une allumette que l'on frotte. À travers sa porte ouverte, je pouvais le voir à son bureau, sa veste retirée, les manches de sa chemise retroussées, révélant ses avant-bras musclés. Ses cheveux bruns, habituellement parfaitement coiffés, avaient été repoussés par des doigts impatients tout au long de la journée, lui donnant un air débraillé qui le rendait presque humain. Presque. Alexander Grayson avait 34 ans, même si parfois ses yeux semblaient vieux de plusieurs siècles. Il était le fondateur et PDG de Grayson Industries. Son empire légitime comprenait des investissements immobiliers, maritimes et technologiques valant des milliards. Mais je n'étais pas naïve. Je travaillais pour lui depuis assez longtemps pour reconnaître les réunions qui n'apparaissaient sur aucun calendrier. Les appels téléphoniques pris en italien, la porte fermée à double tour. Les hommes qui venaient en visite, vêtus de costumes coûteux, qui ne parvenaient pas à cacher la violence dans leurs yeux. Mon patron était un parrain de la mafia et j'étais complice de toutes les sombres affaires qu'il orchestrait. Je classais ses documents, planifiais ses réunions et faisais semblant de ne pas comprendre ce que la situation impliquait réellement. Le contrat flottait devant mes yeux. Je clignais des yeux avec force, m'efforçant de me concentrer. Section 3. La section 7 devait être révisée. Les conditions de livraison étaient trop vagues, laissant place à des interprétations qui pouvaient coûter des millions ou des vies. Avec Alexander, il était parfois difficile de savoir ce qu'il valorisait le plus. Manson Zell Miller, sa voix à nouveau, plus proche maintenant. Je levai les yeux et le vis debout devant mon bureau, ses yeux gris tempête m'observant avec une intensité qui me coupa le souffle. Vous avez l'air épuisé. Je vais bien, Monsieur Grayson. Le mensonge me vint facilement. Je le répétais depuis des mois. Sa mâchoire se crispa, un muscle sautillant sous la barbe sombre qui ombrageait son visage. Il ne se rasait jamais les jours de travail prolongés, et quelque chose dans cette imperfection le rendait plus dangereux, plus réel. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? J'essayais de me souvenir. Le petit déjeuner avait été un café. Le déjeuner avait été davantage de café. Je n'ai pas faim. Menteuse. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ce mot. Juste une constatation factuelle. Il s'est dirigé vers la fenêtre, les mains enfoncées dans ses poches, les épaules tendues par une tension qu'il ne relâchait jamais complètement. Vous auriez dû partir il y a des heures. C'est la veille de Noël. Vous êtes toujours là. Je n'ai nulle part où aller. L'aveu était discret, presque perdu dans le hurlement du vent contre la vitre.
Mais vous devez y aller. Votre famille vous attend, vos amis. Ma gorge se serra. Non, monsieur, personne ne m'attend. Il se retourna alors, m'observant de ses yeux qui en voyaient trop. Personne. Mes parents sont morts quand j'avais 19 ans. Accident de voiture? Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. En près de 2 ans, nous avions à peine échangé quelques mots qui ne concernaient pas le travail. Mais quelque chose dans l'heure tardive, le bâtiment vide, la neige qui tombait comme si le monde était en train d'être effacé, rendait l'honnêteté plus facile que le mensonge. Je n'ai vraiment personne. Son expression changea trop rapidement pour que je puisse l'identifier. Je vois. Nous restâmes silencieux. Le seul bruit était le doux ronronnement des ordinateurs et la tempête dehors. Finalement, il expira brusquement. Terminez les contrats, puis rentrez chez vous. C'est un ordre. Oui, monsieur. Il retourna dans son bureau, mais je sentais son regard posé sur moi, même à travers le mur. Un poids auquel je m'étais habitué. Je travaillais plus vite, mes doigts volant sur le clavier, apportant les modifications nécessaires alors que mon corps réclamait du repos. Lorsque j'ai enregistré la dernière révision, il était minuit 23 le jour de Noël. Joyeux Noël à moi. J'ai rassemblé mes affaires, mes mouvements mécaniques à cause de l'épuisement. Mon manteau était fin, acheté d'occasion il y a 3 ans, lorsque j'avais emménagé à New York avec le rêve de devenir écrivain. Ce rêve était mort quelque part entre les stages non rémunérés et les prêts étudiants qui s'accumulaient. Aujourd'hui, je classais des documents pour un homme qui avait probablement fait tuer des gens, et je me disais que ce n'était pas grave, car le salaire était bon. La descente en ascenseur m'a semblé interminable. Le hall était désert. Seul le gardien de nuit m'a fait un signe de tête lorsque je suis passé devant lui. Dehors, la tempête s'était intensifiée. La neige tombait si drue que je voyais à peine de l'autre côté de la rue. Le froid me frappait comme un coup physique, me coupant le souffle, s'infiltrant à travers mon manteau inadéquat jusqu'aux os. J'ai sorti mon téléphone, les doigts déjà engourdis. Aucun Uber disponible, aucun taxi. Bien sûr que non. C'était de la veille de Noël. En pleine tempête de neige, toute personne censée était chez elle, au chaud, en sécurité. Mon appartement était à 15 pâtés de maison. Je l'avais déjà parcouru par meilleur temps. À quel point une tempête de neige pouvait-elle être pire? 10 minutes plus tard, j'avais ma réponse. Bien pire. Le vent transperçait mon manteau comme s'il n'existait pas, et mes pieds, dans les talons que j'avais bêtement portés parce qu'Alexander avait une réunion avec un investisseur, étaient déjà trempés et gelés. Chaque pas était une agonie. Mon corps tremblait si violemment que je devais m'arrêter tous les quelques mètres pour reprendre mon souffle. C'était stupide. C'était tellement stupide. J'aurais dû rester dans le hall. J'aurais dû demander au gardien d'appeler quelqu'un. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que de décider de rentrer chez moi à pied dans une tempête de neige parce que j'étais trop fier pour admettre que j'avais besoin d'aide. La rue était déserte, il n'y avait que moi, la neige et la terrible prise de conscience que je risquais de mourir de froid le matin de Noël parce que j'étais trop têtu pour demander à mon patron de la mafia de me ramener. Je n'ai pas entendu la voiture s'arrêter à côté de moi à cause du hurlement du vent. Je n'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un jusqu'à ce qu'une main m'attrape par le bras et me fasse pivoter. Alexander Grayson me regardait, le visage crispé par une rage à peine contenue. « Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi à pied? » Ai-je réussi à articuler entre deux claquements de dents? Dans ce temps-là, il a fait un geste vers la tempête avec sa main libre, l'autre serrant toujours mon bras, comme s'il pensait que je risquais d'être emporté par le vent s'il me lâchait. « Tu es folle? » Kay n'a pas pu trouver de taxi. Quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Sans un mot, il m'a poussé vers le SUV noir, garé au bord du trottoir, ses feux de détresse clignotant en orange dans le brouillard blanc. Il a ouvert la porte arrière et m'a pratiquement poussé à l'intérieur, me suivant de près. La chaleur m'a immédiatement frappé, si intense après le froid qu'elle m'a fait mal. Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Tout mon corps était secoué de convulsions tandis qu'Alexander aboyait des ordres à son chauffeur. « Marcus, conduis-nous à l'adresse de Mel Miller. »« Je n'ai pas besoin. » J'ai commencé à protester. Ce n'était pas une demande. Sa voix était aussi froide que la tempête dehors. Il a retiré son manteau, en laine épaisse et cachemire, et me l'a mis sur les épaules. Il sentait comme lui. Le cèdre, la fumée et quelque chose d'unique à Alexander. « Quelle est ton adresse? » Je la lui ai donnée, d'une voix faible et résignée.
Les tremblements ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils empiraient à mesure que mon corps se réchauffait dans la chaleur de la voiture. Alexander m'observait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, la mâchoire serrée, les mains crispées en poing sur ses cuisses, comme s'il se retenait physiquement de faire quelque chose. Finalement, il bougea, m'attirant contre lui d'un bras, dans un geste raide et maladroit, comme s'il avait oublié comment réconforter quelqu'un. « Détends-toi, dit-il d'un ton bourru. Tu es en état de choc. Ton corps a besoin de chaleur. » J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû maintenir la distance professionnelle que nous avions soigneusement préservée pendant 2 ans. Mais j'avais tellement froid et il était si chaud. Et pendant un instant, je me suis laissé aller à m'appuyer contre sa solide carrure. Nous avons roulé en silence dans les rues désertes. Le trajet qui aurait dû prendre 10 minutes s'est prolongé jusqu'à 25 minutes à cause de la tempête. Lorsque nous nous sommes enfin arrêtés devant mon immeuble, un bâtiment délabré de 5 étages sans ascenseur, dans un quartier qui se dégradait d'année en année, j'ai senti tout le corps d'Alexander se crisper. « C'est ici que vous vivez. » Sa voix était très calme, très maîtrisée, dangereuse. « C'est tout ce que je peux me permettre avec le salaire que je vous verse. Les prêts étudiants, les frais médicaux liés à l'accident de mes parents. » Je me suis éloigné de lui, soudainement, sur la défensive. « Nous ne sommes pas tous nés riches, Monsieur Grayson. » Ses yeux ont lancé un éclair. « Descendez. » Ces mots m'ont blessé plus qu'ils n'auraient dû. J'ai cherché la poignée de la porte à tâtons, mais sa main s'est tendue pour m'arrêter. « Je viens avec vous. »« Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle Miller. » Il m'a tourné vers lui, ses mains sur mes épaules, son visage très proche du mien. « Je viens avec vous. Je vais m'assurer que vous rentrez en toute sécurité, puis je vais vérifier si ce bâtiment est suffisamment chauffé. Car si ce n'est pas le cas, vous ne resterez pas ici cette nuit. » Son ton autoritaire aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de chaud se déployer dans ma poitrine. Quelque chose de dangereux et de tout à fait inapproprié. « Vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai. » Il ouvrit la porte, gardant son manteau autour de moi tandis qu'il me guidait vers la tempête. L'entrée du bâtiment n'était pas verrouillée. Le système de sécurité était cassé depuis 3 mois et n'avait jamais été réparé. Nous avons gravi 5 étages, mes jambes tremblant d'épuisement et de froid. Alexander restait près de moi, sa main flottant près de mon dos, comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre. Mon studio était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Petit, propre, dépouillé, avec les quelques objets personnels que je possédais, des livres, une photo de mes parents, une lampe achetée dans une brocante. Impossible de cacher le fait que je survivais à peine, que je me contentais de faire du surplace dans une ville qui broyait les rêveurs et recrachait leurs os. Alexander s'est approché du radiateur, y a appuyé sa paume, le visage assombri. Il est à peine chaud. Le propriétaire dit « Je me fiche de ce que dit le propriétaire. » Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts avec des gestes brusques et rageurs. « C'est inacceptable. Monsieur Grayson, je vous en prie. » Je tremblais à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause du froid. C'était à cause de la honte qu'il me voyait vivre ainsi, à cause de l'épuisement de faire semblant d'aller bien alors que je n'allais vraiment pas bien. « Ça va, je vais bien. Vous pouvez partir maintenant. » Il leva les yeux de son téléphone. Il me regarda vraiment et je vis sa colère se transformer en quelque chose d'autre. Quelque chose qui me coupa le souffle et fit battre mon cœur à tout rompre. « Vous n'allez pas bien, » dit-il doucement, en venant vers moi en 3 longues enjambées. Il posa sa main sur mon front et je sentis la chaleur de sa paume contre ma peau gelée. « Vous êtes brûlante. » Je clignais des yeux, soudain consciente de la fièvre que j'ignorais depuis des jours. La douleur dans mes os qui ne venait pas seulement de l'épuisement, mes pensées confuses et lointaines. J'ai juste besoin de dormir. La pièce se mit soudain à tourner. Le visage d'Alexander nageait dans mon champ de vision. Je sentis ses bras me rattraper avant que je ne touche le sol. Je le sentis me soulever comme si je ne pesais rien. Je l'entendis jurer en italien alors qu'il me portait jusqu'à mon lit étroit. « Petite idiote » marmonna-t-il, son accent s'épaississant sous le coup de l'émotion. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? » « Je ne pouvais pas manquer le travail, murmurai-je, la conscience m'échappant comme de l'eau entre les doigts. C'était trop important. La dernière chose que j'entendis avant que l'obscurité ne m'envahisse fut la voix d'Alexander, douce et terrible, empreinte de quelque chose qui ressemblait à de la peur.
C'est toi qui es importante, Audrey. Que Dieu me vienne en aide. Tu es la seule qui compte. Puis il n'y eut plus que la chaleur, l'obscurité et la sensation lointaine de bras puissants qui me serraient contre eux, me protégeaient, refusant de me lâcher. Je me réveillais dans une chaleur inconnue, envahi par l'odeur de quelque chose qui cuisait. Pendant un instant, désorienté, je crus que je rêvais. Puis la réalité me rattrapa. La tempête, Alexander qui m'avait retrouvé, mon évanouissement dans mon propre appartement. Je me suis assise trop rapidement, la tête tournant, et j'ai réalisé que je ne portais plus ma tenue de travail de la veille. Quelqu'un m'avait changé et m'avait mis mon pyjama, un pantalon en coton doux et un T-shirt usé de l'Université de New York. La honte de cette prise de conscience a fait monter le rouge à mes joues. Tu es réveillé. La voix d'Alexander venait de ma petite kitchenette. Je me suis retourné et l'ai trouvé debout devant ma vieille cuisinière, toujours vêtu de sa chemise et de son pantalon de la veille, bien que la chemise fût maintenant froissée, les manches retroussées et les boutons du haut défaits. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, une barbe naissante ombrageant sa mâchoire. Il avait l'air humain d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Quelle heure est-il? Ma voix était rauque, ma gorge sèche. 14 heures, le jour de Noël. Il m'apporta un verre d'eau et s'assit sur le bord de mon lit, et en gardant une distance prudente entre nous. Buvez. J'obéis, le liquide frais apaisant ma gorge desséchée. Vous êtes resté. Votre fièvre a atteint 39,5 degrés vers 3 heures du matin. Je ne pouvais pas vous laisser seul. Il le dit d'un ton neutre. Comme si passer le réveillon de Noël à s'occuper de sa secrétaire malade était tout à fait normal. J'ai appelé un médecin en qui j'ai confiance. Il est venu, t'a examiné et t'a laissé des antibiotiques et des antipyrétiques. Tu as une pneumonie, Emil Miller. Elle en est à un stade précoce, mais elle aurait pu être grave si elle n'avait pas été traitée. Une pneumonie. Ce mot m'a frappé avec une sombre reconnaissance. Je me sentais mal depuis des jours, mais j'avais continué à me battre, à me montrer, à faire semblant, parce que c'était ce que je faisais. C'était ce que j'avais dû devenir pour survivre. Je suis désolé, ai-je murmuré pour m'excuser. Une lueur dangereuse a brillé dans ses yeux. Ne t'excuse pas d'être humaine, Audrey. L'utilisation de mon prénom m'a choqué et m'a réduite au silence. En 22 mois, il ne m'avait jamais appelé autrement que Mademoiselle Miller. Entendre mon prénom dans sa voix grave, rauque de fatigue et d'autres choses que je ne pouvais identifier, m'a serré la poitrine. J'ai fait de la soupe, a-t-il continué en se levant et en retournant dans la kitchenette. Rien d'extraordinaire. Le médecin a dit que tu avais besoin de liquide et de repos. Il fit une pause, dos à moi. J'ai aussi appelé ton propriétaire. Je l'ai menacé de faire condamner l'immeuble s'il ne réparait pas immédiatement le système de chauffage. Il envoie quelqu'un aujourd'hui. Tu n'avais pas à faire ça. Si, je devais le faire. Il se retourna, portant un bol de soupe qui sentait le poulet, les herbes et le réconfort. Tu te travailles jusqu'à l'épuisement pour moi, Audrey. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer que tu as suffisamment de chauffage et de soins médicaux. Il posa le bol sur ma table de chevet, puis croisa mon regard. Le strict minimum. Il y avait quelque chose de brut dans son expression, quelque chose de vulnérable que je n'avais jamais vu dans le masque contrôlé qu'il portait au bureau. Ce n'était pas Alexander Grayson, le parrain de la mafia et PDG milliardaire. C'était juste un homme qui avait passé le réveillon de Noël à prendre soin de quelqu'un qui comptait pour lui, même si aucun de nous n'osait le dire à voix haute. Merci, dis-je doucement, d'être resté, d'avoir appelé le médecin, pour tout. Il acquiesça d'un signe de tête sec et dédaigneux, mal à l'aise face à ma gratitude. Mange, puis prends tes médicaments. Le médecin a dit, tu dois te reposer pendant au moins 3 jours avant même de penser à retourner au travail. Mais les contrats Bulov peuvent attendre. Sa voix était ferme. Rien ne vaut ta santé, Audrey. Rien. Je mangeais lentement ma soupe, hyper consciente de ses allées et venues dans mon petit appartement, rangeant des choses qui n'avaient pas besoin d'être rangées. Sa présence était trop imposante pour ce petit espace. Quand j'eus fini, il me tendit des comprimés et de l'eau, veillant à ce que je les avale. « Dors, m'ordonna-t-il. Je serai là. Tu ne peux pas rester ici toute la journée. C'est Noël. Tu dois avoir un endroit où aller. Je te l'ai dit hier soir. Je n'ai nulle part où aller. » L'aveu fut discret, presque perdu sous le bruit de mon vieux radiateur qui se mettait en marche.
Le propriétaire avait en fait envoyé quelqu'un. Ma famille n'est plus là. Mon père est mort il y a 5 ans. Ma mère l'année d'avant. J'ai des associés, pas des amis. Alors non, Audrey, je n'ai nulle part où aller sauf ici, pour m'assurer que tu es en sécurité. La solitude dans ces mots reflétait si parfaitement la mienne que cela me faisait mal. Nous étions pareils, réalisai-je. Tous deux orphelins, tous deux seuls, tous deux prétendant que tout allait bien, alors que nous nous noyions lentement dans l'isolement. Alors reste, m'entendis-je dire, s'il te plaît. Quelque chose changea dans son expression, adoucissant ses traits durs. Dors, Angel. Je serai là. Je m'endormis au son de ses pas, qui s'installaient dans ma seule chaise, sachant que pour la première fois en 3 ans, je ne passerais pas Noël seul, et lui non plus. Quand je me réveillais, il faisait nuit dehors. L'appartement n'était éclairé que par ma petite lampe. Alexander était assis dans la chaise, son ordinateur portable ouvert, travaillant encore. Mais dès que je bougeais, son attention se porta entièrement sur moi. Comment te sens-tu? Mieux, c'était vrai. La fièvre était tombée, me laissant faible, mais plus lucide. Sur quoi travaillais-tu? La fusion Castellano. Rien d'urgent. Il a fermé son ordinateur portable. J'ai faim. Je meurs de faim. Il a commandé à manger dans un restaurant cher. Le genre d'endroit qui était probablement fermé pour Noël, mais qui a ouvert pour Alexander Grayson. Nous avons mangé des plats thaïlandais directement dans les boîtes, assis sur mon lit, car il n'y avait nulle part ailleurs où nous asseoir. L'intimité de la situation était à la fois étrange et réconfortante. « Pourquoi es-tu devenue ma secrétaire? » m'a-t-il demandé soudainement, me surprenant. « Tu as un diplôme en littérature. Tu voulais être écrivain. Tu as fait des recherches sur moi. J'aurais dû être offensé. Au lieu de cela, j'étais étrangement touché qu'il se soit soucié de moi au point de faire des recherches. Je fais des recherches sur tous ceux qui travaillent pour moi, mais je te pose la question maintenant. Pourquoi avoir abandonné l'écriture? J'ai tripoté ma cravate. La question me touchait plus profondément qu'il ne le pensait. La réalité, les prêts étudiants, le loyer, la nourriture. Le rêve d'être écrivain ne paye pas les factures. J'ai croisé son regard. Vous embauchiez, le salaire était plus élevé que tout ce que j'avais jamais gagné. Je me suis dit que c'était temporaire, juste le temps d'économiser suffisamment pour me remettre à l'écriture. C'était il y a 22 mois. Vous avez toujours raison. Parfois, tard le soir, quand je n'arrive pas à dormir, rien de bon, rien que je montrerai à qui que ce soit. J'ai ri amèrement. Il s'avère que je suis plus doué pour classer vos contrats que pour créer quoi que ce soit qui vaille la peine. J'en doute. Sa voix était calme. Sûr. Montrez-moi quelque chose. N'importe quoi que vous ayez écrit. Pourquoi? Parce que je veux voir qui vous êtes quand vous n'êtes pas ma secrétaire parfaite et efficace. Je veux voir la vraie Audrey Miller. Cette demande m'a terrifié plus que tout ce qu'il aurait pu exiger au bureau. Mais c'était peut-être la fièvre, la fatigue ou le fait qu'il avait passé Noël à prendre soin de moi alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire. C'était peut-être la solitude que je voyais se refléter dans ses yeux, la reconnaissance d'une âme sœur. Quelle qu'en soit la raison, je me suis retrouvé à chercher mon ordinateur portable, à ouvrir un fichier que je n'avais jamais montré à personne. C'était une nouvelle, de seulement 3000 mots, sur une fille qui tombait amoureuse d'un monstre et découvrait qu'il était plus humain que ceux qui se disaient ses amis. Je lui ai tendu l'ordinateur portable sans le regarder, le cœur battant à toute rompre. Il a lu en silence, le visage impassible. Les minutes se sont étirées à l'infini. Finalement, il a levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a coupé le souffle. C'est magnifique, Audrey. Brut, honnête et magnifique. Il a posé l'ordinateur portable avec précaution. Pourquoi gaspillais-tu ton talent à classer mes papiers? Parce que le talent ne paie pas le loyer. Il le pourrait si tu avais quelqu'un qui croyait en toi, qui te soutenait. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, le regard intense. Et si tu n'avais pas à choisir entre survivre et réaliser tes rêves? Et si tu pouvais avoir les deux? Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que mon monde fonctionne. Sa voix était ferme, autoritaire. C'est moi qui décide de ce qui est possible, Audrey. C'est moi qui fixe les règles. Et je te dis que tu ne devrais pas avoir à sacrifier qui tu es pour un salaire. Tu me vires? La panique m'a envahi la poitrine. Non, je te propose un choix.
Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans mon petit appartement avec une énergie fébrile. Continuer à être ma secrétaire, mais en sachant que je soutiens ton écriture, que je te donne du temps libre quand tu en as besoin, des ressources, des contacts avec des éditeurs, je sais. Ou bien il s'est arrêté, se tournant vers moi, quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'aucun de nous deux n'avait voulu reconnaître. Mon cœur s'est arrêté. Que voulez-vous dire? Il s'est approché du lit et s'est assis si près de moi que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, sentir son eau de Cologne mêlée à l'odeur de sa barbe de 3 jours et de son épuisement. Vous savez ce que je veux dire, Audrey. Cette chose entre nous, cette attirance contre laquelle nous luttons tous les deux depuis le jour où je vous ai embauché. Il n'y a rien. Je commençais à mentir. Ne fais pas ça. Il leva la main et repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille avec une douceur dévastatrice. Ne me mens pas. Pas après t'avoir vu ainsi, vulnérable et authentique. Pas après avoir passé la nuit à te regarder dormir et à réaliser qu'à un moment donné, tu es devenue la personne la plus importante de mon univers. Des larmes me montèrent aux yeux. Tu es mon patron. C'est inapproprié, dangereux. Je suis beaucoup de choses, Angel, mais je n'ai jamais prétendu être approprié ou sûr. Son pouce a tracé le contour de ma mâchoire, et j'ai frissonné pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la fièvre. Mais je fais attention à ce qui m'appartient, et tu m'appartiens maintenant, que nous le reconnaissions ou non. La possessivité de ces mots aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de chaud se déployer dans ma poitrine. Quelque chose qui était resté gelé si longtemps que j'avais oublié qu'il pouvait fondre. J'appartiens à moi-même, ai-je murmuré, mais sans conviction. Vraiment? Sa voix était basse, intime, dangereuse. Alors pourquoi ton cœur bat-il la chamade quand je suis près de toi? Pourquoi me regardes-tu par la fenêtre de ton bureau quand tu penses que je ne te vois pas? Pourquoi as-tu préféré attraper une pneumonie plutôt que de me décevoir? Parce que je suis tombée amoureuse de lui entre les contrats classés et les nuits tardives, entre les regards furtifs et la distance prudente que nous maintenions. Parce qu'il était devenu le centre de mon univers sans que ni lui ni moi ne l'ayons voulu. C'est une mauvaise idée, dis-je, même si ma main vint se poser sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort et régulièrement sous ma paume. Les meilleures idées le sont généralement. Il se pencha vers moi, son front contre le mien. Je ne suis pas un homme bien, Audrey. J'ai fait des choses terribles. Je ferai d'autres choses terribles. Mais avec toi, je veux être meilleur. Pour toi, je veux essayer. Alexander, son nom sur mes lèvres. Pas Monsieur Grayson. J'avais l'impression de franchir une ligne que nous ne pourrions jamais franchir. Redis-le. Sa voix était rauque, empreinte d'un besoin. Dis mon nom, Alexander. Puis ses lèvres se posèrent sur les miennes, douces malgré la faim que je sentais enrouler dans son corps. Prudente, comme si j'étais quelque chose de précieux et de fragile. Je l'ai embrassé en retour avec 2 ans de désir refoulé. Chaque nuit, je le regardais travailler et je voulais apaiser la tension dans ses épaules. À chaque instant, je faisais semblant qu'il n'était que mon patron, alors qu'il était devenu bien plus que cela. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, il a reposé son front contre le mien. À moi? A-t-il murmuré. Dis-moi que tu es à moi, Audrey. C'est fou. Nous travaillons ensemble. Tu es ma patronne. Cela pourrait tout gâcher, ou cela pourrait nous sauver tous les deux. Ses mains ont encadré mon visage avec une tendresse bouleversante. Je ne me suis pas senti vivant depuis des années, Audrey. Pas depuis que mon père est mort et que j'ai hérité d'un empire bâti sur le sang et la peur. Mais tu me fais me sentir à nouveau humain. Tu me donnes envie d'être à nouveau humain. J'ai peur, avouai-je, de cela, de toi, de ce que je ressens déjà pour toi, alors que je te connais à peine. Alors laisse-moi arranger ça. Laisse-moi te montrer qui je suis derrière le pouvoir et la violence. Laisse-moi te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Il déposa un baiser sur mon front, d'une douceur poignante. Donne-moi juste une chance, Angel. C'est tout ce que je te demande. Contre toute logique, contre mon instinct de survie, je m'entendis murmurer. D'accord. Son sourire était lent, dévastateur et plein de promesses qui me terrifiaient et m'excitaient à parts égales. D'accord, répéta-t-il. Et alors qu'il m'attirait délicatement dans ses bras, conscient de ma maladie, me serrant comme si j'étais la chose la plus précieuse de son empire,
Je réalisais que tout venait de changer. La distance prudente que nous avions maintenue s'était effondrée, et il n'y avait plus de retour possible à ce que nous étions avant. Nous avions franchi la ligne qui séparait le patron et la secrétaire pour entrer dans quelque chose d'infiniment plus dangereux et nécessaire. Et Dieu m'a aidé, je ne voulais pas revenir en arrière. 3 jours plus tard, je suis retourné au travail contre l'avis du médecin et les instructions explicites d'Alexander. J'avais passé ces jours dans mon appartement avec Alexander, qui me contactait constamment. SMS, appels, visites surprises avec des plats provenant de restaurants dont je ne pouvais prononcer le nom. Chaque interaction érodait les murs prudents que j'avais érigés autour de mon cœur. Mais je ne pouvais pas me cacher éternellement et je devais prouver que ce qui s'était passé la veille de Noël n'avait pas altéré ma capacité à faire mon travail. Dès que je suis sorti de l'ascenseur à l'étage de la direction, j'ai senti le changement. Les têtes se sont tournées. Des chuchotements me suivaient comme des ombres. Je gardais le regard droit devant moi, me dirigeant vers mon bureau à l'extérieur du bureau d'Alexander, avec une efficacité acquise à force de pratique. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de se montrer. La voix appartenait à Jessica Chen, responsable de compte senior et la personne la plus proche d'une fille méchante que j'avais rencontrée dans le monde des affaires américaines. Elle était perchée sur le bord de mon bureau, ses ongles parfaitement manucurés tapotant le bois. Nous avons entendu dire que vous aviez passé un Noël mouvementé. Je posais mon sac, croisant son regard calculateur. J'étais malade. Monsieur Grayson a eu la gentillesse de s'assurer que je reçoive des soins médicaux. C'est ainsi que nous appelons cela. Son sourire était acéré. Passer la nuit dans ton appartement. Des soins médicaux très pratiques. Mon sang se glaça. Comment l'avez-vous su? Le chauffeur parle. Le portier parle. Tout le monde parle. Audrey. Elle se pencha vers moi, baissant la voix jusqu'à murmurer, mais suffisamment fort pour que les 3 autres assistantes, qui faisaient semblant de ne pas écouter, l'entendent. Vous vous croyez spécial? Vous pensez être la première secrétaire à avoir attiré l'attention d'Alexander Grayson? Je vous en prie, vous n'êtes que la dernière en date. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques, mais je m'efforçais de garder une expression neutre. Si vous avez terminé, j'ai du travail. Juste un conseil amical, dit-elle en se levant et en lissant sa jupe de créateur. Alexander Grayson ne s'engage pas dans des relations. Il fait des acquisitions. Et quand il en aura fini avec vous, vous ne serez qu'un nom de plus sur une très longue liste. Elle s'éloigna, ses talons claquant sur le marbre, laissant un sillage empoisonné derrière elle. Je m'enfonçai dans ma chaise, les mains tremblantes, et allumai mon ordinateur. Avait-elle raison? N'étais-je qu'une conquête de plus? Une distraction temporaire pour un homme qui collectionnait et jetait les femmes comme des montres de luxe. Mademoiselle Miller. La voix d'Alexander me fit lever les yeux. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccable, dans son costume bleu marine. Ses yeux gris étaient perçants, tandis qu'il scrutait mon visage pâle. Dans mon bureau maintenant. Je le suivis d'un pas chancelant, hyper consciente des regards qui suivaient nos mouvements. Il referma la porte derrière nous, le clic de la serrure semblant anormalement fort. Vous ne devriez pas être ici. Sa voix était maîtrisée, mais j'entendais la colère qui se cachait derrière. Le médecin a dit 5 jours minimum. Je vais bien. Vous vous remettez encore d'une pneumonie. Il m'a rejointe en 3 longues enjambées, posant sa main sur mon front dans un geste qui commençait à me devenir familier. Vous n'avez pas de fièvre, mais vous êtes pâle, épuisé. J'avais besoin de travailler. Je m'éloignais de lui ayant besoin de distance pour réfléchir. Et apparemment, j'avais besoin d'affronter les ragots. Son expression s'assombrit. Quel ragot? Tout le monde sait que tu as passé Noël dans mon appartement. Ils parlent de nous. Je croisais les bras. Jessica Chen vient de m'informer que je suis ta dernière acquisition. Elle a laissé entendre qu'il y en avait eu beaucoup avant moi. Une lueur dangereuse a brillé dans ses yeux. Jessica Chen est sur le point d'être mutée à notre bureau en Alaska. Non. Le mot est sorti plus séquement que prévu. Ne punis pas les gens parce qu'ils parlent. Cela ne fera que confirmer tout ce qu'ils disent. Ils n'ont pas le droit. Ils ont tout à fait le droit de parler de leur patron qui couche avec sa secrétaire. J'ai soutenu son regard. C'est ce que nous sommes maintenant, n'est-ce pas? Un patron et une secrétaire ayant une relation inappropriée. Il laisse rester silencieux pendant un long moment, la mâchoire serrée. Puis, il s'est dirigé vers son bureau et a appuyé sur un bouton de son téléphone.
Marcus, libérez mon agenda pour les 2 prochaines heures. Monsieur, vous avez la réunion avec Castellano à Reschedule It. Il a relâché le bouton et s'est retourné vers moi. Asseyez-vous, Audrey. Nous allons discuter. Vraiment discuter. Je m'assis, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'il s'installait dans le fauteuil à côté du mien plutôt que derrière son bureau. Ce choix me sembla significatif. Une suppression des barrières. Jessica avait tort sur un point, dit-il doucement. Il n'y a jamais eu personne avant toi. Pas comme ça. Et pourtant, il y en a eu d'autres. Ce n'était pas une question. Oui, bref-face transactionnel, rien qui n'ait duré plus de quelques semaines. Ses yeux fixaient les miens. J'ai appris très tôt que les relations dans mon monde sont dangereuses. Les gens utilisent l'intimité comme une arme. Ils se rapprochent pour recueillir des informations, trouver des faiblesses, manipuler. Alors, j'ai gardé tout le monde à distance. Personne n'était assez proche pour me faire du mal. Personne n'était assez réel pour compter. Jusqu'à moi, jusqu'à toi. Il tendit la main, prit la mienne dans la sienne, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Tu n'étais pas censé compter, Audrey. Tu devais être efficace, invisible et oubliable. Mais tu ne l'étais pas. Tu remarquais des choses. Tu anticipais mes besoins avant même que je les exprime. Tu travaillais jusqu'à en tomber malade plutôt que de te plaindre. Et au cours de ces longues nuits, tu es devenue la chose la plus réelle de ma vie. La sincérité brute dans sa voix m'a serré le cœur. Alexander, c'est dangereux pour nous deux. Les ragottes ne sont qu'un début. Si les gens savent que tu tiens à moi, ils essaieront de t'utiliser contre moi. Je sais. Il serra ma main plus fort. C'est pourquoi nous avons besoin de règles, de limites, de protection. Quel genre de protection? Il resta silencieux un instant, l'air troublé. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de mon monde, à propos de ce que signifie vraiment être avec moi. Je sentis mon estomac se nouer. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que mon travail comportait des zones d'ombre. C'était un mensonge, ou du moins un euphémisme. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les épaules crispées. Mon père a bâti un empire qui englobe à la fois des activités légitimes et d'autres opérations. À sa mort, j'ai tout hérité, les bons et le très, très mauvais. Tu parles de la mafia. J'ai dit ce que nous avions tous deux évité d'aborder. Oui. Il se tourna vers moi. Je dirige la famille Grayson. Nous contrôlons le transport maritime, la protection, certaines relations politiques. J'ai essayé de légitimer, de m'éloigner des méthodes de mon père. Mais il y a des obligations, des alliances, des ennemis qui ne rêvent que de me voir tomber. Et être avec toi fait de moi une cible. Oui, cet aveu était brutal, honnête. Tous ceux qui me sont chers deviennent un handicap, une faiblesse à exploiter. Il revint vers moi et s'agenouilla pour être à la hauteur de mes yeux. C'est pourquoi, si nous faisons cela, si nous continuons, nous devons le faire en pleine connaissance des risques et en prenant toutes les précautions nécessaires. Quel genre de précautions? La sécurité, un chauffeur, quelqu'un qui surveille ton appartement, te déménager dans un endroit plus sûr à terme. Ses mains ont retrouvé les miennes. Je sais que cela peut sembler autoritaire, mais c'est nécessaire, Audrey. Je ne peux pas te protéger si je ne sais pas où tu es, avec qui tu es, quelle menace pourrait surgir. Cela aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. La même chose que j'avais ressenti la veille de Noël, lorsqu'il était resté pour prendre soin de moi, lorsqu'il avait menacé mon propriétaire, lorsqu'il m'avait appelé ange, comme s'il s'agissait d'une prière. Il ne s'agissait pas de contrôle pour le contrôle. Il s'agissait d'un homme terrifié à l'idée de perdre quelque chose de précieux. Et ton ex-petite amie, ai-je demandé, me souvenant des insinuations de Jessica, est-elle une menace? Son expression s'est assombrie. Il n'y a qu'une seule femme de mon passé qui pourrait causer des problèmes. Vivien Marchand, nous étions fiancés il y a 3 ans. Ça s'est mal terminé. À quel point? Elle voulait accéder à mon entreprise, pas à moi, mais à ce que je représentais. Le pouvoir, l'argent, les relations. Il expira bruyamment. Quand j'ai réalisé qu'elle fournissait des informations à une famille rivale, j'ai rompu publiquement, de manière humiliante. Elle a juré qu'elle me le ferait regretter. Et l'a-t-elle fait? Pas encore. Mais Vivienne est patiente et vindicative. Son regard croisa le mien. Si elle apprend votre existence, elle vous considérera comme une arme à utiliser contre moi.
Alors peut-être devrions-nous arrêter cela avant que cela n'aille plus loin. Ces mots me faisaient mal, mais la logique les exigeait. Avant que je ne devienne une autre victime de ta guerre, non. Le mot était ferme, absolu. Il se leva, me tirant vers lui et me serrant dans ses bras. J'en ai assez de prétendre que je ne te veux pas. Assez de te tenir à distance parce que c'est plus sûr. Je suis peut-être égoïste. Je nous condamne peut-être tous les deux. Mais je te choisis, Audrey. La question est de savoir si tu es assez courageuse pour me choisir en retour. Je levai les yeux vers cet homme compliqué et dangereux qui était devenu indispensable à mes yeux, qui me faisait me sentir vu, apprécié et protégé comme jamais auparavant, qui m'offrait son honnêteté même quand elle était cruelle, qui m'avertissait des dangers tout en promettant de me protéger. J'ai peur, et j'admis. Tant mieux, la peur te rend plus intelligente. Ses mains ont encadré mon visage, mais ne laisse pas cela t'empêcher de vivre, de prendre des risques, de choisir quelque chose de réel plutôt que quelque chose de sûr. Tu me demandes de te confier ma vie. Je te demande de me confier ton cœur. Sa voix s'est adoucie et je te promets de le protéger de toutes mes forces, de tout mon être. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes en guise de réponse. Ce baiser était différent de celui de la veille de Noël, moins désespéré, plus assuré, une revendication mutuelle, une reconnaissance de ce que nous étions en train de devenir. Lorsque nous nous sommes séparés, son sourire était lent et possessif. À moi, a-t-il murmuré. À toi, ai-je répondu, scellant mon destin avec ce simple mot. Un coup sec à la porte nous fit sursauter. L'expression d'Alexander passa instantanément de la tendresse à une froide autorité. Entrez, Marcus. Son chef de la sécurité entra. Son visage était sombre. Monsieur, nous avons un problème. Vivienne Marone est dans le hall. Elle demande à vous voir. Alexander se raidit. Comment a-t-elle su que je serais ici? On ne sait pas, monsieur, mais elle a fait une scène. Elle a dit avoir des informations sur l'accord avec Volkov qui vous intéresseront. Je vis l'expression d'Alexander se fermer complètement, devenant celle de l'homme d'affaires impitoyable que je connaissais des réunions du conseil d'administration. Faites-la accompagner à la salle de conférence B. Dites-lui que je la verrai dans 10 minutes. Il attendit que Marcus soit parti avant de se tourner vers moi. Restez ici. Ne quittez pas ce bureau avant mon retour. Alexander, je vous en prie, Audrey. Sa main a une nouvelle fois pris mon visage entre ses mains. Faites-moi confiance, je m'en occupe. Et quoi que vous entendiez, quoi que l'on vous dise, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Vous êtes à moi. Cela ne changera pas. Il est parti. Et je me suis retrouvé seul avec mon cœur qui battait à tout rompre et la terrible certitude que ce n'était que le début. La tempête que nous avions traversée la veille de Noël n'était rien comparé à ce qui nous attendait. Et je n'avais aucune idée si nous allions y survivre. Les 20 minutes s'écoulèrent comme des heures. J'essayais de me concentrer sur mes emails et mes feuilles de calcul, mais mon esprit revenait sans cesse à Alexander et Vivian dans cette salle de conférence. Que lui disait-elle? De quelles informations disposait-elle? Et pourquoi l'idée de les imaginer seuls ensemble me serrait-elle à la poitrine d'un sentiment qui ressemblait dangereusement à de la jalousie? Lorsque la porte du bureau s'est enfin ouverte, j'ai levé les yeux, m'attendant à voir Alexander. Au lieu de cela, Vivienne Marchon est entrée comme si elle était chez elle. Elle était magnifique, d'une manière que seul l'argent et un entretien méticuleux peuvent permettre. Des cheveux blonds platine et un chignon parfait, un tailleur Chanel couleur crème qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon salaire, des diamants scintillants à son cou et à ses oreilles. Elle semblait tout droit sortie des pages de Vogue, avec ses traits anguleux et sa perfection calculée. Alors, c'est toi la petite secrétaire dont tout le monde parle. Sa voix était cultivée, dédaigneuse, ses yeux bleus me scrutant avec un mépris non dissimulé. Comme c'est pittoresque. Je me suis levé, gardant un ton neutre. C'est le bureau privé de M. Grayson. Vous ne devriez pas être ici. Et pourtant, je suis là. Elle s'est approchée. Tiens, m'encerclant comme un prédateur évaluant sa proie. Laisse-moi deviner. Vous pensez que vous êtes spécial? Vous pensez qu'Alexander se soucie vraiment de vous? C'est entre Alexander et moi. Elle rit, d'un rire qui ressemblait à du verre brisé. Oh, ma chérie, il n'y a pas de vous et Alexander. Il y a Alexander et ses obsessions. Et croyez-moi, ces obsessions ne durent jamais.
Elle s'arrêta devant moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum coûteux. J'étais à ta place il y a 3 ans. La personne spéciale, différente. Il m'a fait les mêmes promesses qu'il t'a sûrement faites. Protection, dévouement éternel. Puis tu l'as trahi. Je soutenais son regard. Il est évident que les situations ne sont pas comparables. Ses yeux brillaient de colère. C'est ce qu'il t'a dit? Que je l'ai trahi? Elle secoua la tête, une expression presque compatissante traversant son visage. Alexander Grayson ne s'engage pas dans des relations, petite fille. Il fait des acquisitions. Et quand tu ne lui seras plus utile, quand tu ne seras plus brillante et nouvelle, il te rejettera comme il m'a rejeté, comme il l'a fait avec toutes celles qui se sont rapprochées de lui. Si tu as fini, moi pas. Elle sortit son téléphone, fit défiler les photos avant de tourner l'écran vers moi. Tu la reconnais? Je regardais l'image. Une belle brune dans les bras d'Alexander. Tous deux riaient lors d'un gala de charité. Non. Miranda Castiano, 6 mois avant moi. Il lui avait promis le monde, puis l'avait largué dès qu'une meilleure alliance stratégique s'était présentée. Et elle, une autre photo, une rousse cette fois-ci. Sophia Loren a tenu 3 mois avant de se faire larguer. J'ai repoussé le téléphone, l'estomac noué. Pourquoi tu me montres ça? Parce que tu mérites de savoir dans quoi tu t'embarques. Sa voix s'est adoucie, semblant presque sincère. Je ne suis pas la méchante ici, Audrey. J'essaie de t'empêcher de commettre mon erreur. De croire qu'Alexander Grayson est capable d'aimer alors qu'il ne connaît que la possession et le contrôle. La porte s'ouvrit avant que je puisse répondre. Alexander se tenait là, le visage glacial. Sortez, Vivien. Je discutais juste avec votre nouvelle acquisition. Elle sourit gentiment, mais son sourire cachait du venin. Je m'assurais qu'elle comprenne les règles de votre petit jeu. Sortez maintenant avant que je ne fasse appel à la sécurité pour vous expulser de force. Elle le dépassa, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Oh, et Alexander, ces informations sur l'accord avec Volkov, c'était un test pour voir si tu abandonnerais tout pour me voir, et tu l'as fait. Son sourire s'élargit. Certaines choses ne changent jamais. Après son départ, le silence envahit le bureau comme un gaz toxique. Alexander ferma la porte avec précaution, ses mouvements contrôlés, mais je pouvais voir la tension irradier de ses épaules. Quoi qu'elle t'ait dit, commença-t-il. Est-ce vrai? Je l'interrompis. Y en avait-il d'autres? Des femmes à qui tu avais fait des promesses avant de les rejeter? C'est compliqué. Ce n'est pas une réponse. Il expira bruyamment, passant une main dans ses cheveux. Oui, il y a eu d'autres femmes avant toi. Certaines avec qui je suis brièvement sorti. La plupart étaient des apparitions stratégiques lors d'événements, des alliances avec d'autres familles. Aucune d'entre elles n'était réelle, Audrey. Aucune d'entre elles n'avait d'importance. Mais tu leur as fait croire qu'elles avaient de l'importance. Non. Sa voix était ferme. J'ai toujours été clair sur la nature de ces relations. Elles étaient temporaires, transactionnelles. Vivienne voulait plus que ce que je pouvais lui donner. Et quand j'ai mis fin à notre relation, elle a déformé les faits pour se présenter comme la victime. Et les autres, Miranda, Sophia, il serra les mâchoires. Tu as fait des recherches où Vivienne t'a montré sa petite collection de preuves. Elle m'a montré des photos de toi avec d'autres femmes où tu avais exactement le même regard que tu as avec moi. Il s'est approché de moi en 2 enjambées, ses mains agrippant mes épaules. Ces femmes étaient des performances, des apparitions publiques pour maintenir des alliances, pour montrer ma force, pour jouer le jeu que mon monde exige. Mais elles ne sont jamais venues chez moi, ne m'ont jamais vu comme tu m'as vu, n'ont jamais compté suffisamment pour m'empêcher de dormir la nuit en m'inquiétant pour leur sécurité. Comment savoir si je ne suis pas juste une autre apparition publique? La question était douloureuse à poser, mais j'avais besoin d'une réponse. Parce que je suis ici à m'expliquer alors que je ne me suis jamais expliqué à personne. Sa voix s'est durcie. Parce que j'ai passé le réveillon de Noël à prendre soin de toi au lieu de conclure un contrat d'1 milliard de dollars. Parce que l'idée que tu souffres, que tu aies peur ou que tu sois en danger me donne envie de brûler le monde entier. Ce n'est pas une apparition publique, Audrey. C'est réel. Je voulais le croire. Mon Dieu, je voulais tellement le croire que j'en avais physiquement mal. Mais les mots de Vivien résonnaient dans mon esprit. Obsession, acquisition, rejet. J'ai besoin de temps, dis-je doucement, pour réfléchir, pour digérer tout ça. La douleur se refléta sur son visage avant qu'il ne la maîtrise. Bien sûr. Prends le reste de la journée. Je demanderai à Marcus de te raccompagner chez toi.
Je peux prendre le métro. Non. Son refus était catégorique. Si tu ne veux pas accepter que tu m'appartiens, accepte au moins que tu es en danger. Vivien sait maintenant qui tu es. Cela fait de toi une cible. Tu vas donc prendre Marcus et le laisser s'assurer que tu rentres chez toi en toute sécurité, et tu vas réfléchir à tout ce à quoi tu dois réfléchir. Mais tu seras en sécurité pendant que tu le feras. Cet ordre aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, je me sentais protégé, choyé. Même si mon esprit était envahi par le doute, mon cœur reconnaissait de la vérité dans ses actions. D'accord, j'ai accepté. Il m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur, sa main posée sur le creux de mon dos, un geste possessif que la moitié du bureau a probablement remarqué. Je m'en moquais. Qu'il parle. J'avais des préoccupations plus importantes que les ragots. Marcus m'attendait dans le hall, professionnel et imposant dans son costume sombre. Le trajet jusqu'à mon appartement s'est déroulé en silence, mais je sentais son regard constamment rivé sur les rétroviseurs, évaluant des menaces que je ne pouvais pas voir. Lorsque nous sommes arrivés, il m'a accompagné jusqu'à ma porte. Mademoiselle Miller, Monsieur Grayson m'a demandé de vous remettre ceci. Il m'a tendu un petit paquet cadeau et m'a dit que quelle que soit votre décision, votre sécurité était sa priorité. Après son départ, j'ai ouvert le paquet avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un téléphone, neuf, coûteux, déjà programmé avec les numéros d'Alexander et de Marcus, ainsi qu'une note écrite de la main audacieuse d'Alexander. Ce téléphone est sécurisé, intraçable. Si jamais vous êtes en danger, utilisez-le. De jour comme de nuit, je viendrai vous chercher. Non pas parce que vous êtes à moi, mais parce que je suis à vous. Je me suis effondré sur mon canapé, le téléphone serré dans ma main, et j'ai enfin laissé couler mes larmes. C'était impossible, dangereux. Tout mon bon sens me disait de fuir, de quitter mon travail, de disparaître avant de m'enfoncer trop profondément. Mais mon cœur, cet organe traître, me murmurait tout autre chose. Qu'Alexander Grayson, avec toute sa noirceur et son danger, était la première personne à m'avoir vraiment vu, à m'avoir fait sentir que j'avais de la valeur pour ce que j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais faire. Mon téléphone habituel vibra, m'annonçant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Profite de ta petite romance tant qu'elle dure, mais souviens-toi de ce que je t'ai montré. Alexander Grayson détruit tout ce qu'il touche. Tu seras la prochaine. Vie, je fixais le message, la peur et la colère se disputant dans ma poitrine. Vive essayait de me manipuler pour semer le doute dans mon esprit. Mais si elle avait raison, et si je me berçais d'illusions, voyant de l'amour là où il n'y avait qu'obsession, un coup à ma porte me fit sursauter. Je regardais par le Judas, m'attendant à voir Marcos. Au lieu de cela, je vis une femme que je ne reconnaissais pas. La trentaine professionnelle mais chaleureuse, avec des yeux gentils et un sourire doux. Mademoiselle Miller, je m'appelle Elena Rodriguez. Je suis une amie d'Alexander. Puis-je entrer? Tous mes instincts me criaient de ne pas ouvrir la porte, mais quelque chose en elle me semblait sincère, inoffensif. J'ai entrouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité enclenchée. Que voulez-vous dire à propos d'Alexander? À propos de ce que signifie vraiment être dans sa vie? Elle a levé les mains pour montrer qu'elles étaient vides. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal ou vous manipuler. Je suis ici parce que je sais ce que vous traversez et j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelqu'un qui vous comprenne. Qui êtes-vous vraiment? J'étais marié au cousin d'Alexander avant qu'il ne soit tué il y a 3 ans lors d'un conflit territorial. Ses yeux reflétaient une véritable tristesse. Je connais ce monde, Audrey. Je connais le danger et le prix à payer. Mais je sais aussi qu'Alexander Grayson n'est pas le monstre que les gens croient, et j'ai pensé que tu méritais d'entendre cela de la bouche de quelqu'un qui n'a d'autre intention que d'être honnête. Contre mon bon sens, j'ai ouvert la porte. Elena est entrée, apportant avec elle un sentiment de calme dont j'avais désespérément besoin. Dis-moi tout, lui ai-je dit, la vérité, aussi horrible soit-elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Pendant 2 heures, Elena m'a parlé de la famille Grayson, du père d'Alexander, qui était brutal et froid, qui avait élevé son fils en lui apprenant à privilégier le pouvoir plutôt que les gens, et de la façon dont Alexander avait essayé de changer les choses lorsqu'il avait pris la relève, en orientant la famille vers des activités légitimes et en réduisant la violence que son père avait embrassée. Ce n'est pas parfait, a-t-elle admis. Alexander opère toujours dans des zones grises, fait toujours des choix difficiles, mais il n'est pas son père. Il se soucie réellement des personnes qui font partie de sa vie.
Il est juste incapable de le montrer sans donner l'impression de vouloir contrôler. Vivian disait qu'il détruisait tous ceux qu'il côtoyait. Vivian l'a trahi de la pire manière qui soit. Elle a vendu des informations qui ont causé la mort de 3 de ses hommes. Quand il l'a découvert, il aurait pu la tuer. Au lieu de cela, il l'a simplement bannie de son monde. Depuis, elle essaie de lui faire du mal, et le Lanana m'a pris la main. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos d'Alexander. Quand il aime quelqu'un, il s'investit complètement, de manière obsessionnelle, parfois étouffante. Ce n'est pas sain selon les normes habituelles. Mais dans son monde, ce genre de dévouement est ce qui maintient les gens en vie. Comment savoir s'il m'aime vraiment ou si je ne suis qu'une acquisition de plus? Elle a souri tristement. Vous ne le savez pas? Pas avec certitude. Mais je peux vous dire ceci. Je connais Alexander depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regardait quand il m'a appelé cet après-midi. Il avait désespérément besoin de quelqu'un pour vous aider à comprendre. Ce n'est pas de l'obsession, Audrey. C'est de l'amour. Terrifiant, accablant. Peut-être un amour condamné, mais de l'amour quand même. Ces mots m'enveloppèrent comme une couverture, chaude et lourde. Que dois-je faire? C'est votre choix. Tu peux t'enfuir et personne ne t'en voudra. Cette vie est difficile, dangereuse, pleine de compromis impossibles. Elle m'a serré la main. Ou tu peux rester et voir où cela te mène. Mais si tu restes, fais-le les yeux ouverts. Sache ce que tu acceptes. Sache quel en est le prix. Après le départ d'Elena, je me suis assise dans l'obscurité grandissante. Le téléphone sécurisé qu'Alexander m'avait donné reposait dans ma paume. Un seul appel. C'est tout ce qu'il faudrait. Un appel et il serait là. Un appel et je le choisirais malgré le danger, malgré les doutes, malgré tout ce qui me disait de fuir. Mon doigt a plané au-dessus de son nom. Puis j'ai appuyé sur « Appeler ». Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. « Audrey, viens », ai-je murmuré. « S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. » Je suis déjà en route. Bien sûr qu'il l'était. Il était probablement là depuis que j'étais rentré, attendant à proximité au cas où j'aurais besoin de lui. Cette pensée aurait dû me sembler intrusive. Au contraire, elle me procurait un sentiment de sécurité. 10 minutes plus tard, il était à ma porte. Pas de costume cette fois-ci, juste un jean foncé et un pull noir qui soulignait sa carrure imposante. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il venait de passer ses mains dedans. Ses yeux étaient assombris par l'inquiétude. Audrey. Je l'ai fait entrer et je l'ai embrassé, l'empêchant ainsi de dire ce qu'il avait prévu de dire. Je l'ai embrassé avec toute la peur, l'espoir et le besoin désespéré qui m'habitaient. Il a répondu instantanément, m'enlaçant comme si je risquais de disparaître s'il relâchait son étreinte. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux à bout de souffle, je l'ai regardé et j'ai fait mon choix. Je suis à toi, ai-je dit simplement. Complètement, terriblement à toi. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, n'importe quoi. Promets-moi que si cela devient trop dangereux, si rester avec toi signifie que je vais être blessé ou tué, tu me laisseras partir. Tu me protégeras en m'éloignant de toi si nécessaire. La douleur se refléta sur son visage. Audrey, promets-moi, Alexander, car je peux accepter le danger d'être avec toi. Mais je ne peux pas accepter que tu te sacrifies pour me garder alors qu'il serait plus sage de me laisser partir. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis il m'attira vers lui, ses lèvres contre mes cheveux. Je te promets que ta sécurité passera toujours avant tout, même avant mon besoin de toi, même si cela me détruit. C'était le mieux que je pouvais obtenir, et peut-être était-ce suffisant. Alors montre-moi, murmurai-je, montre-moi ce que signifie vraiment être à toi. Sa réponse fut un baiser qui promettait tout. Protection et passion, danger et dévouement, un avenir incertain mais indéniablement nôtre. Et alors qu'il me soulevait dans ses bras pour m'emmener vers ma chambre, je choisis de croire à l'impossible. Je choisis de croire en nous. Le lendemain matin, j'entrai dans le bureau au bras d'Alexander, non pas derrière lui comme une secrétaire, mais à ses côtés comme son égal. Le message était délibéré, sans équivoque. Toutes les têtes se sont tournées, toutes les conversations se sont arrêtées. L'expression de Jessica Chen était inestimable. « Bonjour à tous », a dit Alexander, sa voix porteuse de l'autorité qui faisait trembler les salles de réunion. « J'ai une annonce à faire. Mademoiselle Miller va passer de son poste de secrétaire personnel
à un nouveau poste de conseillère spéciale du PDG. Ses idées et son intelligence se sont révélées inestimables, et je formalise cette relation. Le mot relation flottait dans l'air, chargé d'un double sens. Elle conservera un bureau à cet étage et participera à toutes les décisions stratégiques importantes à l'avenir. J'attends de vous que vous la traitiez avec le même respect que vous me témoignez. Sa main se resserra sur ma taille, un geste possessif que tout le monde pouvait voir. Est-ce clair? Un cœur de oui, monsieur, s'ensuivit. Mais je vis le calcul dans leurs yeux, la réévaluation. Je n'étais plus seulement la secrétaire, j'étais la femme qu'Alexander Grayson avait choisie pour l'élever. Cela me rendait soit très puissante, soit très dangereuse à connaître, probablement les deux. Mon nouveau bureau était à côté de celui d'Alexander, séparé par une porte communicante qu'il insistait pour laisser ouverte. Pour que je puisse te voir, disait-il, pour que je sache que tu es en sécurité. Cette possessivité aurait dû me déranger. Au contraire, je l'ai trouvée étrangement réconfortante. C'était ainsi qu'il était, un homme qui protégeait ce qui lui était cher avec une intensité sans faille. Je m'installais dans mon nouvel espace lorsque mon nouveau téléphone a vibré. Alexander, déjeuner, mon bureau, dans 1 heure. J'ai souri à cette injonction déguisée en invitation. C'était notre nouvelle normalité. Des moments volés entre 2 réunions, des contacts qui duraient quelques secondes de trop, la conscience constante de l'autre, même dans une pièce remplie de monde. Mais cette tranquillité n'a duré que 4 jours. J'étais en train d'examiner des propositions d'acquisition lorsque Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air sombre. Mademoiselle Miller, Monsieur Grayson m'a demandé de vous informer d'une situation. Mon estomac s'est noué. Quelle situation? Marcus Vulov, c'est un rival. Il dirige une entreprise de transport maritime qui est en concurrence avec la nôtre. Il y a des tensions depuis des mois, mais elles s'intensifient. Il m'a tendu un dossier. Ça est arrivé ce matin. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des photos de moi quittant mon appartement, marchant vers le métro, assise dans un café près de mon immeuble. Toutes prises la semaine dernière, à mon insu. Il me surveille. Les mots sont sortis d'une voix neutre, sans émotion, mon esprit luttant pour assimiler cette violation. Oui, c'est un message à M. Grayson, une menace implicite. La voix de Marcus était soigneusement neutre. M. Grayson voulait que vous compreniez la réalité de votre situation. Vous n'êtes plus seulement sa conseillère. Vous êtes sa faiblesse. Et des gens comme Volkov vont exploiter cela. Je fixais les photos, la peur et la colère se battant dans ma poitrine. Que veut Alexander que je fasse? Déménager aujourd'hui. Il y a un appartement sécurisé dans son immeuble. Au dernier étage, entièrement sécurisé, complètement sûr. Il a marqué une pause. Il vous demande, Mlle Miller, il ne vous ordonne pas, mais il est terrifié pour vous. L'idée de quitter mon indépendance, mon propre espace, me donnait envie de refuser. Mais les photos racontaient une autre histoire. Je n'étais pas en sécurité et ma fierté obstinée ne valait pas ma vie. Dites-lui oui, ai-je dit doucement. Je déménagerai aujourd'hui. Le soulagement se lit sur le visage de Marcus. Je m'occupe de tout. 2 heures plus tard, je me trouvais dans le bureau d'Alexander. Les photos étaient étalées sur son bureau. Il se tenait près de la fenêtre, dos à moi, chaque ligne de son corps rayonnant d'une rage à peine contenue. « J'aurais dû prévoir cela, dit-il d'une voix d'un calme mortel. J'aurais dû vous déménager dans un endroit sûr dès que nous avons rendu notre relation publique. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais dû le savoir. » Il se retourna brusquement vers moi et la fureur dans ses yeux me fit reculer. « C'est mon monde, Audrey. Je sais comment ces hommes pensent, comment ils opèrent, et mon besoin de toi m'a rendu aveugle au danger dans lequel je te mettais. Alexander Vulov envoie un message, il te peut t'atteindre quand il le veut, que je ne peux pas te protéger. Il serra les poings. Et il a raison. Tant que tu es vulnérable, tant qu'il existe un moyen de t'atteindre, je ne peux pas assurer ta sécurité. Alors, que faisons-nous? Il s'approcha de moi, ses mains encadrant mon visage avec une douceur dévastatrice, malgré la violence que je voyais bouillonner dans ses yeux. Tu emménages dans mon immeuble aujourd'hui. Tu auras une sécurité 24 heures sur 24. Tu n'iras nulle part sans Marcus ou l'un de mes autres hommes. Et tu me laisseras m'occuper de Vulov. Que veux-tu dire par t'occuper? Tu n'as pas à t'inquiéter. Sa voix était ferme. C'est mon monde, Angel. Laisse-moi te protéger comme je sais le faire, en faisant quelque chose d'illégal, de violent. Je scrutais son visage.
Alexander, je ne peux pas être la raison pour laquelle tu deviens le monstre que tout le monde pense que tu es. J'ai toujours été un monstre, Audrey. Tu m'as juste donné envie de prétendre le contraire. Son pouce effleura ma lèvre inférieure. Mais pour toi, je serai le monstre qu'il faudra. Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger, et je ne m'en excuserai pas. Et le ton catégorique de sa voix aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, je ressentis autre chose. La certitude que cet homme brûlerait le monde entier avant de laisser quiconque me faire du mal. Promets-moi que tu ne le tueras pas, murmurai-je. Promets-moi que tu trouveras un autre moyen. Il resta silencieux pendant un long moment, puis expira brusquement. Je promets que j'essaierai pour toi. J'essaierai. C'était le mieux que je pouvais obtenir. Asen se retourna. L'appartement terrasse dans lequel Alexander m'avait installé était à couper le souffle, des baies vitrées donnant sur la ville, des meubles modernes dans des tons crème et gris, une chambre plus grande que tout mon ancien appartement. C'était magnifique et stérile, et je ne me sentais pas du tout chez moi jusqu'à ce qu'Alexander arrive ce soir-là avec le dîner et son ordinateur portable, s'installant sur le canapé, comme s'il avait l'intention de rester. Tu n'as pas besoin de me surveiller, dis-je, même si je me blottissais contre lui, avide de sa chaleur rassurante. Je ne te surveille pas. Je travaille simplement depuis un endroit plus confortable. Il passa son bras autour de moi et me serra contre lui. Et je m'assure que tu manges autre chose que du café et de l'anxiété. Je ris malgré tout. C'est ton avis médical professionnel? C'est mon avis professionnel de petit ami. Il le dit avec désinvolture, mais je le sentis se crisper légèrement, comme s'il ne savait pas comment je réagirais à cette étiquette. Petit ami? Je testais le mot. Cela semble trop normal pour ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Je levai les yeux vers cet homme compliqué et dangereux qui était devenu indispensable à mes yeux. Tout. Tu es tout, Alexander. Son baiser était doux, respectueux, en totale contradiction avec la violence dont je le savais capable. À moins, murmura-t-il contre mes lèvres. Redis-le. À toi. Toujours à toi. Nous avons dîné blottis l'un contre l'autre sur le canapé, parlant de tout et de rien. Il m'a parlé de son enfance, d'un père qui privilégiait le pouvoir à l'amour, de l'apprentissage de la dissimulation des émotions, car elles étaient des faiblesses à exploiter. Je lui ai parlé de mes parents, de la solitude d'être orpheline dès mon plus jeune âge, des rêves mis de côté au profit de la survie. Tu vas recommencer à écrire, a-t-il dit soudainement. Ton roman. Je veux que tu le termines. Je n'ai pas le temps. Trouve le temps. C'est un ordre de ton patron. Son sourire était léger mais sincère. Je réduis ton temps de travail à 25 heures par semaine. Le reste du temps, tu écris. Et quand tu auras terminé, je m'assurerai que ton livre soit publié. Tu ne peux pas simplement... Je peux et je le ferai. Sa voix était ferme. Tu ne vas pas sacrifier tes rêves pour moi, Audrey. Je ne le permettrai pas. Son autoritarisme aurait dû m'agacer. Au contraire, je me sentais chéri. Protégé, pas seulement physiquement, mais dans tous les domaines qui comptaient. Merci, murmurai-je. Cette nuit-là, il resta, non pas dans la chambre d'amis, mais avec moi aimé, me serrant dans ses bras dans l'obscurité. Sa présence était un bouclier contre toutes les peurs qui tentaient de s'insinuer en moi. 3 jours plus tard, j'étais dans mon bureau lorsque Jessica apparut, l'air étrangement abattu. « Audrey, pouvons-nous parler ?» Je levai les yeux, surprise. « À propos de quoi? À propos du fait que je sois complètement à toi. » Elle ferma la porte et s'appuya contre elle. « Je te dois des excuses, plusieurs en fait. Qu'est-ce qui t'amène? » Alexander m'a convoqué dans son bureau ce matin. Il m'a dit en termes très explicites que si je te parlais à nouveau de manière irrespectueuse, je serais licencié et non muté. Licencié avec une recommandation si cinglante que je ne pourrais plus jamais travailler dans cette ville. Elle expira bruyamment. Mais il m'a aussi dit autre chose, que tu lui avais demandé de ne punir personne pour avoir colporté des ragots sur vous deux, que tu m'avais défendu alors qu'il voulait détruire ma carrière. Je ne savais pas qu'Alexander avait mis sa menace à exécution, ni qu'il avait parlé à Jessica de mon intervention. J'étais jalouse, a-t-elle admis. Tu es arrivé comme secrétaire et en 2 ans, Alexander Grayson te regardait comme si tu étais la femme de sa vie. Je travaille ici depuis 5 ans et il connaît à peine mon nom. Jessica, laisse-moi finir. Elle a levé la main. J'avais tort de penser que tu n'étais qu'une acquisition de plus, qu'il allait se lasser. Je vois comment il te regarde, Audrey,
comme si tu étais la seule chose qui comptait dans sa vie. C'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant, et je suis sincèrement désolé d'avoir essayé de gâcher cela par envie. Ces excuses m'ont prise au dépourvu. Merci de me le dire. Je te préviens, Viviane Manchon a appelé le bureau pour essayer d'obtenir des rendez-vous avec divers cadres et poser des questions à ton sujet. Son expression était sérieuse. Je pense qu'elle prépare un dossier pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas bon. La peur m'a parcouru l'échine. Alexander est-il au courant? Je viens de sortir de son bureau. Il est au courant. Elle s'est arrêtée à la porte. Sois prudente, Audrey. Vivienne est vindicative et influente, et elle les déteste Alexander au point de vouloir détruire tous ceux qui lui sont chers. Après son départ, je suis resté assise en silence, à réfléchir à tout cela. C'était ma vie désormais. Les menaces de mes rivaux, les avertissements d'anciens ennemis devenus alliés, la vigilance constante face à des dangers que je comprenais à peine. Mais quand Alexander est apparu dans l'embrasure de ma porte 1 heure plus tard, ses yeux croisant les miens à travers la pièce, avec cette intensité qui faisait battre mon cœur à toute allure, j'ai su que cela en valait la peine. Chaque danger, chaque complication, chaque choix impossible, il en valait la peine. Et j'étais enfin assez courageuse pour me battre pour ce que nous étions en train de construire. Ensemble, nous affronterions tout ce qui nous attendait, même si cela devait nous détruire tous les deux. L'attaque a eu lieu un mardi. Je quittais le bureau tard, Marcus à mes côtés comme toujours, quand la camionnette noire s'est arrêtée. 3 hommes en sont sortis, se déplaçant avec une précision militaire. Marcus m'a poussé derrière lui, sa main cherchant l'arme à sa ceinture, mais ils ont été plus rapides. La première balle l'a touché à l'épaule. Il s'est effondré, puis des mains m'ont attrapé et m'ont traîné vers le van malgré mes cris, malgré ma résistance, malgré tout. Un tissu a été pressé sur ma bouche et mon nez. Une odeur chimique sucrée. Le monde s'est brouillé, assombri, puis a disparu. Je me suis réveillé dans l'obscurité, entouré d'une odeur de rouille et de moisie. J'avais mal à la tête, un goût de cuivre dans la bouche et les mains attachées derrière moi à une chaise. La terreur m'a envahi lorsque mes yeux se sont habitués à la faible lumière qui filtrait à travers une fenêtre haute et sale. J'étais dans une sorte d'entrepôt, vide, isolé. Le genre d'endroit où les cris ne portent pas. Elle est réveillée. Une voix masculine accentuée. Des pas russes résonnaient sur le béton. Marcus Volkov émergea de l'ombre, suivi de 2 autres hommes. Il avait la cinquantaine, les cheveux argentés et un regard froid qui m'évaluait comme une marchandise. Mademoiselle Miller, nous nous rencontrons enfin. Son sourire était reptilien. Je m'excuse pour cette introduction dramatique, mais votre petit ami ne répond pas bien aux demandes polies. Que voulez-vous? Ma voix était plus calme que je ne me sentais. La même chose que tout le monde attend d'Alexander Grayson. La soumission, la coopération. Il fit lentement le tour de moi. Vous voyez, votre petit ami s'est mis en travers de mes opérations, volant des contrats, cassant les prix, me rendant la vie très difficile. J'ai essayé de le raisonner, mais Alexander est têtu. Alors vous m'avez kidnappé. Je vous ai emprunté. Il s'arrêta devant moi, juste le temps de convaincre Alexander que s'il continuait à se mettre en travers de mon chemin, il en subirait des conséquences personnelles. Il va te tuer pour ça. Volkov a ri. Peut-être, mais d'abord il me donnera ce que je veux. Les contrats d'expédition en question, le contrôle des opérations portuaires, plusieurs autres concessions. Il a sorti son téléphone. Et pour m'assurer de sa coopération, je vais lui envoyer la preuve que je te détiens, que je peux te faire tout ce que je veux s'il ne se plie pas à mes exigences. La peur s'est transformée en glace dans mes veines. Ne fais pas ça. Sa main jaillit, me saisissant le visage avec suffisamment de force pour me laisser des bleus. Ce n'est pas toi qui donnes les ordres ici, petite fille. Tu n'es rien d'autre qu'un moyen de pression, une faiblesse dans l'armure d'Alexander Grayson que je vais exploiter jusqu'à ce qu'il craque. Il positionna son téléphone, prenant des photos de moi ligoté et terrifié. Chaque clic me semblait être une violation, une arme forgée pour blesser Alexander. Parfait, il détestera te voir ainsi, impuissante, effrayée. Le sourire de Volkov s'élargit. Et s'il ne me donne pas ce que je veux dans les 6 heures, je lui enverrai des photos de ce qui arrive aux jolies filles qui tombent amoureuses d'hommes dangereux. Il m'a laissé seul dans le noir, ligotée et tremblante, mon esprit passant en revue toutes les possibilités. Alexander viendrait. J'en étais absolument certaine.
Mais arriverait-il à temps? Et que ferait-il quand il me trouverait? Quel monstre allais-je libérer en étant sa faiblesse? Je perdis la notion du temps dans l'obscurité. Cela pouvait être des heures ou des minutes, ma peur déformant ma perception. Puis je l'entendis. Des coups de feu, lointains au début, puis plus proches. Des cris, d'autres coups de feu. Les brises de violence dont j'avais été protégé éclatèrent soudainement autour de moi. La porte de l'entrepôt explosa vers l'intérieur. Alexander se tenait debout, silhouette se découpant dans l'ouverture, flanqué de Marcus, vivant malgré les blessures par balle, et d'une douzaine d'autres hommes. Il était tout de noir vêtu, un pistolet à la main, le visage masqué par une fureur contrôlée qui le faisait ressembler au dieu vengeur qu'il était dans ce monde. Ses yeux m'ont trouvé à travers la pièce, et quelque chose dans son expression s'est brisé. Le contrôle s'est fissuré, révélant la terreur qui se cachait dessous. Audrey. Mon nom était à la fois une prière et une malédiction sur ses lèvres. Volkov est apparu derrière moi, son propre pistolet soudainement pressé contre ma tempe. Arrêtez-vous là, Grayson, ou je fais exploser son joli cerveau sur le béton. Alexander se figea. Tous les hommes qui l'accompagnaient se figèrent. L'air lui-même semblait se figer, chargé d'une violence potentielle. Laisse-la partir, Marcus. La voix d'Alexander était d'un calme mortel. C'est entre toi et moi. Elle est innocente. Elle a cessé d'être innocente dès l'instant où elle a écarté les jambes pour toi. Les mots cruels de Volkov firent se crisper la main d'Alexander sur son arme. Tu veux qu'elle revienne? Donne-moi tout ce que j'ai demandé. Les contrats, les ports, le contrôle total des voies maritimes orientales. C'est fait. Alexander n'hésita pas. C'est à toi. Tout. Laisse-la partir. Alexander, non. Je commençais, mais le pistolet de Volkov appuya plus fort contre mon crâne. Et tu démissionnes de ton poste de chef de la famille Grayson. Transfère le pouvoir à quelqu'un que j'aurais choisi. Silence. C'était plus qu'une simple affaire, c'était tout. Tout l'empire d'Alexander, son héritage, son identité. Tout ça pour moi. C'est fait, répéta Alexander d'une voix neutre. Je rédigerai les papiers ce soir, mais je te les remettrai en main propre. Et tu la laisseras partir d'ici maintenant, saine et sauve. Volkov éclata de rire. Tu abandonnerais tout pour une femme. Ton père aurait honte. Mon père est mort et je l'ai choisi. Les yeux d'Alexander croisèrent les miens à travers la distance et je vis tout dans ce regard. L'amour, le dévouement, la volonté de détruire tout son monde si cela signifiait me protéger. Je la choisis toujours. Ces mots brisèrent quelque chose en moi. Cet homme dangereux et puissant, offrait de tout sacrifier pour moi. Non pas parce qu'il le devait, mais parce que j'avais plus d'importance que le pouvoir, que l'héritage, que tout. Comme c'est touchant. Bolov ricana, mais je pense qu'il n'a pas fini sa phrase. Alexander a bougé à une vitesse surhumaine, son tir était parfaitement placé. Le bras armé de Volkov passe sa tête avec la précision de quelqu'un qui s'était entraîné précisément pour ce scénario. Volkov a crié, son arme est tombée, et je me suis jeté sur le côté pour sortir de la chaise, mes mains liées me faisant heurter violemment le béton. Puis les hommes d'Alexander étaient partout, maîtrisant Volkov et ses associés avec une efficacité brutale. Et Alexander était là, coupant mes liens avec un couteau apparu de nulle part, me tirant dans ses bras avec un désespoir qui me coupa le souffle. « Tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. » Il le répétait comme un mantra. Ses mains me parcouraient, vérifiant si j'avais des blessures. Tout son corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline et de la peur. Mon Dieu! Audrey, je pensais que j'allais bien. Je l'enlaçai, le serrant aussi fort qu'il me serrait. Je savais que tu viendrais. Toujours. Je viendrai toujours pour toi. Il s'est écarté juste assez pour me regarder, ses mains encadrant mon visage. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas te faire courir un tel risque. Audrey, je veux que tu partes ce soir. Je te trouverai un endroit sûr, un endroit où personne ne saura te trouver, avec assez d'argent pour ne plus jamais avoir à t'inquiéter. Mais tu dois partir avant que quelqu'un d'autre n'essaye de faire ça, avant que je ne te perde pour de bon. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Quoi? Tu avais raison. Être avec moi fait de toi une cible et je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas te regarder mourir à cause de moi. Alors je te laisse partir. Je te repousse avant que ce monde ne te détruise. Non. Le mot est sorti avec férocité, avec absoluté. Tu n'as pas le droit de faire ce choix pour moi.
Audrey, j'ai dit non. J'ai agrippé sa chemise, refusant de le lâcher. Tu crois que je ne connaissais pas les risques? Tu crois que je ne comprenais pas ce que signifiait être à toi? J'ai fait ce choix, Alexander. Je t'ai choisi. Et je ne vais pas partir simplement parce que c'est devenu dangereux. Tu aurais pu mourir ce soir, mais tu n'es pas mort parce que tu es venu me chercher. Je l'ai attiré vers moi, nos fronts se touchant. C'est ce que nous sommes. Tu es l'homme qui serait prêt à tout abandonner pour me sauver. Et je suis la femme qui préfère affronter le danger avec toi plutôt que la sécurité sans toi. Alors arrête d'essayer de me protéger de toi-même et laisse-moi simplement t'aimer. Tu m'aimes? Sa voix était rauque, vulnérable. Je t'aime complètement, terriblement, probablement stupidement. Mais je t'aime, Alexander Grayson. Tout entier, même les parties qui me font peur. Son baiser était désespéré, scellant les promesses que nous faisions tous les deux. Lorsque nous nous sommes séparés, ses yeux étaient étrangement brillants. Alors épouse-moi, a-t-il dit. Pas parce que c'est logique, que cela m'offre une protection ou que cela sert d'un objectif stratégique. Épouse-moi parce que je t'aime tellement que cela me fait physiquement mal. Parce que tu es la seule chose réelle dans ma vie. Parce que je veux passer chaque jour à prouver que je suis digne de ton choix. Oui, sans hésitation, sans doute, juste avec certitude. Oui, je t'épouserai. Son sourire était bouleversant, transformant son visage dur en un visage plein d'espoir. À moi. À toi, ai-je répondu. Toujours à toi. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans un jardin privé surplombant la ville, vêtus d'une simple robe blanche et tenant les mains d'Alexander pendant qu'un juge nous déclarait mari et femme. C'était une cérémonie intime avec seulement Marcus et Helena et une poignée de personnes en qui nous avions vraiment confiance. Pas de spectacle, pas de politique, juste nous deux, nous choisissant l'un l'autre devant des témoins. Quand Alexander m'a embrassé, j'ai goûté à la promesse, à l'éternité et à ce genre d'amour qui survit à l'obscurité. Nous avions affronté ensemble les conséquences de cette nuit-là. Falk était en prison, son organisation démantelée. Vive avait fait une dernière tentative pour nous détruire, divulguant à la presse des photos des liens criminels d'Alexander, mais cela s'était retourné contre lui lorsque plusieurs de ses partenaires commerciaux légitimes l'avaient défendu publiquement. Les ragots au bureau s'étaient calmés lorsque tout le monde avait compris que nous n'allions nulle part. Jessica était devenue une alliée inattendue, intervenant lorsque cela était nécessaire, et j'avais terminé mon roman. Il allait être publié le mois suivant sous mon propre nom. La dédicace disait simplement « Pour Alexander, qui m'a appris que l'amour et le danger ne sont pas opposés, mais souvent la même chose. » « À quoi pensez-vous, Lavan Grayson? » murmura Alexander, en me serrant contre lui, tandis que nous nous balancions au rythme d'une musique que nous étions les seuls à entendre. « Que c'est fou, que nous avons à peine survécu ces 6 derniers mois, qu'être avec toi signifie vivre dans le danger, l'incertitude et faire des choix impossibles. » Je levai les yeux vers lui, cet homme magnifique et dangereux qui avait conquis mon cœur si complètement, et je sus que je ne changerais rien. Pas même l'enlèvement. Enfin, peut-être ça. Je souris. Mais pour tout le reste, je n'ai aucun regret. Tant de mieux, car j'ai des projets pour nous, mon ange. De grands projets. Sa main se posa sur mon ventre, où un secret que nous n'avions encore partagé avec personne commençait tout juste à grandir. Des projets qui impliquaient une chambre d'enfant et une maison à l'extérieur de la ville, avec une véritable sécurité, et un avenir où nos enfants grandiraient en sachant qu'ils sont aimés passionnément, même si leur père est si compliqué. Des larmes me montèrent aux yeux. Tu sais que je sais tout de toi. Souviens-toi que son sourire était tendre. Depuis combien de temps le sais-tu? 2 semaines. J'attendais le bon moment pour te le dire. Oui, ce n'était pas le bon moment. Il fit un geste vers notre mariage. C'est parfait. Je l'embrassai doucement. Tout est parfait. Cette nuit-là, dans l'appartement terrasse que nous partagions désormais, Alexander me fit l'amour avec une révérence qui parlait de promesses et d'avenir, et d'une dévotion capable de résister à toutes les tempêtes. « Je t'aime, murmura-t-il contre ma peau. Toi et notre enfant, ma famille, mon tout. Je t'aime aussi, soufflai-je. Mon monstre, mon protecteur, mon foyer. Et alors que nous étions enlacés dans l'obscurité, je pensais à la fille qui s'était aventurée dans une tempête de neige 6 mois plus tôt, qui avait été retrouvée tremblante et malade par un homme qui l'avait revendiquée comme sienne. Cette fille avait survécu.
Mais cette fois Syme, cette épouse et cette future mère, cette autrice, cette compagne d'un homme puissant, dangereux et dévoué, vivait. Et cela rendait chaque danger, chaque peur, chaque choix impossible valable. Parce que l'amour n'était pas sûr. L'amour n'était pas simple, mais avec Alexander Grayson, l'amour était réel. Et le réel était tout ce que j'avais jamais